Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 10 octobre à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, adresse un message de félicitations au président de la République d'Éthiopie. À l'occasion de sa réélection à la tête de son pays, il a reçu de nouvelles félicitations également de la part de présidents et chefs de gouvernement à l'occasion de sa réélection pour un second mandat. Retour dans ce journal sur les révélations du journal français L'Express au sujet de la transaction entre la France et le Maroc. Le Marzen a accepté de reprendre ses ressortissants contre un changement de position vis-à-vis du Sahara occidental. Les détails dans cette édition. Soutien au Sahara occidental des quatre coins du monde devant la 4e commission de l'ONU en charge des questions de décolonisation. Des pétitionnaires défendent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et appellent à la fin de l'occupation de la Raste. Les manifestations contre la normalisation avec l'antiterrorisme ne faiblissent pas au Maroc. De nombreux étudiants marocains ont répondu à l'appel de grève nationale dans l'ensemble des universités du pays. Cinéma et clôture de la 12e édition du Festival international d'Oran du film arabe, où une quarantaine d'œuvres cinématographiques sont en compétition officielle dans les différentes catégories. 17 pays arabes étaient représentés lors de cet événement. Et puis du sport, football, les Verts affronteront dans 1 heure les éperviers du Togo. Rencontre comptant pour la 3e journée des qualifications de la CAN 2025. Nous ferons le point en direct du stade du 19 mai 56 de Annaba. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais un titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a adressé au nom du peuple et du gouvernement algérien et en son nom personnel un message de félicitations au président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Taye Atske-Selassie, à l'occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays. Dans son message, le président de la République a souhaité au président éthiopien succès et réussite dans l'accomplissement de ses hautes missions et au peuple éthiopien bien-être et prospérité. Le président de la République a reçu un message de félicitations du président de la République islamique du Pakistan, Asif Ali Zardari, suite à sa réélection pour un second mandat. Le président pakistanais affirme être certain que l'Algérie continuera de prospérer sous la direction du président Tebboune. Le Pakistan apprécie hautement son amitié avec l'Algérie, laquelle repose sur l'unité de croyances, les valeurs communes et la coopération dans les forums internationaux. Il se dit déterminé à continuer de travailler en étroite collaboration avec l'Algérie afin d'avancer dans le renforcement du partenariat de longue date entre les deux pays. Le président de la République a également reçu les félicitations du président de la République de Guinée équatoriale, Obiang Nguema, lui souhaitant plein succès et réussite au cours de son nouveau mandat présidentiel. Il a affirmé sa sincère volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération bilatérale et d'œuvrer avec le président à hisser au niveau de l'excellence au service des deux peuples. Le président de la République a reçu un message de félicitations du président du Conseil présidentiel de la République du Yémen, Rachid Mohamed, lui souhaitant en son nom et au nom du Conseil du gouvernement et du peuple yéménite plein succès et au peuple algérien progrès et bien-être sous sa direction clairvoyante. OQTF, obligation de quitter le territoire français, une mesure chère à l'extrême droite française et qui a fait l'objet d'une transaction entre les autorités françaises et le Marzen. Selon le journal L'Express, le Maroc a accepté de reprendre ses ressortissants contre le virage spectaculaire que le président Emmanuel Macron avait opéré dans sa position vis-à-vis du Sahara occidental. Sabrina Kslout, Yasmine Massoudi. Quand la France pense vendre le destin des Sahraouis contre la possibilité d'expulser des Marocains, c'est le bien mauvais calcul que fait Paris. L'hebdomadaire français L'Express révèle dans son édition de lundi dernier que le revirement opéré par Emmanuel Macron dans sa lettre du 30 juillet n'est autre que le fruit d'une transaction. Pour rappel, la plume présidentielle française avait écrit que, je cite,
Le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la prétendue souveraineté marocaine. Fin de citation. La France s'est ainsi éloignée de son positionnement traditionnellement prudent et pense pouvoir fouler du pied toutes les résolutions onusiennes sur la question sahraoui. Le funeste marché entre Paris et Rabat, tel que révélé par la presse française elle-même, vise à obtenir la pleine collaboration du Royaume dans l'expulsion de ses ressortissants présents illégalement sur le territoire français. En effet, pour faire aboutir ses obligations de quitter le territoire, ou OQTF, Paris a besoin de laissez-passer consulaires et a récemment déclaré peiner à les obtenir de certains États, dont le Maroc. Et donc la raison pour laquelle M. Macron, semble-t-il, a reconnu la souveraineté, c'était une façon, quelque part, de faire pression sur le Maroc pour récupérer ses OQTF. Donc les sous-jacents politiques ont toujours plusieurs tiroirs qu'on ne connaît pas, mais apparemment, d'après l'article, eh bien, les Français auraient sans doute essayé de négocier avec les Marocains pour récupérer la totalité, si possible, des obligations de quitter le territoire français. Il est aussi à noter que ces OQTF sont souvent agités en France par les forces d'extrême droite qui font la pluie et le beau temps sur place. Quel vil commerce que celui qui ne respecte ni le bon sens, ni le droit, ni les vies humaines. Et quel mauvais positionnement que celui qui affaiblit une ancienne puissance diplomatique. Ces dernières années, un ensemble de prises de position de Paris démontre un très net recul de l'influence française dans les territoires où elle était pourtant favorisée, en Afrique et dans le monde arabe. Cela concerne notamment les événements en Palestine et au Liban. Le Sahara occidental est, lui, à la croisée. Rappelons que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a par le jeu diplomatique fait comprendre à son homologue français que ces mauvais calculs de la France ne pouvaient rester sans conséquence. Alger ne dérogera, pour sa part, aucunement à sa doctrine solide et constante de soutien au peuple aspirant à se libérer du joug colonial. L'Algérie a réitéré son soutien au Front Polisario, reconnu par les instances des Nations Unies comme le représentant légitime et unique du peuple sahraoui. N'en déplaise aux Makhzen et aux puissances profitant indûment des ressources revenant au peuple frère du Sahara occidental. Voilà donc un commentaire signé de Sabrina Kshroud, toujours dans le dossier sahraoui. L'Allemagne annonce accepter la décision de la Cour de justice européenne concernant les accords entre l'Union européenne et le Maroc dans le domaine de l'agriculture et la pêche. La porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères pour la région MENA déclare que son pays respectait l'indépendance de l'institution. Celle-ci avait statué en faveur du peuple sahraoui et de l'illégalité de l'exploitation de ses ressources, ses richesses par le Maroc. Cette décision a été rappelée lors du débat général de la 4e commission de l'ONU en charge des questions de décolonisation. Des pétitionnaires des 4 coins du monde se sont présentés pour défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et appeler à la fin de l'occupation du Sahara occidental par le Maroc. Badia Amardi. Au sein même des Nations Unies, le système du Makhzen est acculé avec des vérités et des faits qui le mettent au box des accusés. Les agents de ce régime sont restés sans voix et incapables de répondre aux pétitionnaires venus des 4 coins du monde pour défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et appeler à la fin de l'occupation prolongée du Sahara occidental par le Maroc. La situation que vit le peuple sahraoui après un demi-siècle de guerre, de colonialisme, de pillage de ses richesses et différentes violations est une honte pour la communauté internationale et le droit international. Nous sommes ici pour tirer la sonnette d'alarme et réitérer la nécessité de trouver une solution à ce conflit. Le peuple sahraoui a sa propre identité totalement différente de l'identité marocaine. Les intervenants à cette session ont mis l'accent sur la situation juridique au Sahara occidental en s'appuyant sur les différentes résolutions des assemblées générales de l'ONU et du Conseil de sécurité en plus des institutions juridiques internationales. Ils ont rappelé dans ce sens la récente décision finale de la Cour de justice européenne sur le Sahara occidental ayant invalidé les accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc. L'ONU est appelée à garantir la paix au Sahara occidental conformément aux résolutions 1415 de l'Assemblée générale et la résolution 2625 de la Cour internationale qui ont abordé différentes questions, notamment la pêche. Les mensonges et les allégations du Makhzen tissés toutes ces années pour dérouter l'opinion publique s'effondrent grâce aux documents historiques et témoignages attestant de l'autonomie du Sahara occidental.
Il est temps de redresser la barre et de faire éclater la vérité. Les nations qui se respectent en Europe ou ailleurs et qui respectent la légalité internationale ne peuvent jamais accepter ou continuer d'occulter l'occupation marocaine du Sahara occidental. Le régime du Makhzen est aujourd'hui éclaboussé après les vérités qui ont éclaté, démontrant une fois de plus qu'il obéit à l'entité sioniste et qu'il applique les plans que cette entité lui dicte. De nombreux étudiants marocains se sont rassemblés hier contre la normalisation du Makhzen avec l'entité sioniste en réponse à l'appel de l'Union nationale des étudiants. Une grève générale a été observée sur l'ensemble des universités du pays avec des sit-ins et des marches de protestation en soutien à la résistance à Gaza et au Liban. Yanis Saïd Belkacem. Les manifestations appelant à une grève générale dans l'ensemble des universités marocaines prennent de l'ampleur. Les étudiants expriment leur refus catégorique de toute coopération académique avec l'entité sioniste, dénonçant les accords de normalisation signés entre les universités marocaines et l'entité sioniste. Leur revendication principale, la rupture immédiate des relations diplomatiques. على استمرارنا في الاحتجاج والتصعيد إلى أن تسقط جميع اتفاقية التطبيع. Des milliers d'entre eux sont descendus dans la rue, rejoignant une marche nationale aux côtés de la population, affirmant leur détermination à continuer le combat. Leur message est clair, ils s'opposent fermement à toute forme de collaboration qu'ils considèrent comme une trahison des principes nationaux. إلى الجانب الشعبي المغربي لنقول للمطبع لنقول للمتخاذل أننا ما زلنا وكنا وسنظل فكر معاهدة الطبيع ونناشد الدولة بفسخ هذه المعاهدة. Le syndicat marocain de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a lui aussi dénoncé cette politique de normalisation qu'il qualifie de systématique et a appelé à la fin des partenariats académiques et de recherche avec l'entité sioniste. Et la question palestinienne au cœur d'un briefing hier du Conseil de sécurité à la demande de l'Algérie et de la Slovénie. Le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Amal Benjama, a appelé le Conseil à agir fermement afin de sauver ce qui reste de sa crédibilité et imposer un cessez-le-feu à Gaza face à la politique de famine utilisée par l'entité sioniste. Je vous invite à écouter l'ambassadeur Benjama. These briefings highlight the horrifying consequences. Les conséquences terrifiantes de la machine de guerre sioniste qui n'épargne personne à Gaza, étant maintenant sa barbarie au Liban. Les massacres et les tueries sont devenus une tragique réalité à Gaza. Ce silence est devenu plus qu'une simple complicité, mais plutôt une participation active à ces crimes. L'objectif de l'occupation sioniste est clair, chasser les Palestiniens de leurs terres et ne laisser aucun Palestinien à l'ouest du Jourdain. Cet acte est une violation flagrante du droit international et du droit international humanitaire, voire une tentative de mise en œuvre d'un plan de déportation. L'ambassadeur Benjama a dénoncé les taux imposés par l'armée sioniste ces derniers jours à la zone de Jabalia, dans le nord de Gaza, et les menaces contre des hôpitaux où se trouvent des milliers de blessés et de réfugiés. 400 000 personnes sont encerclées par les forces d'occupation qui pilonnent sans interruption l'enclave. Une enquête de l'ONU accuse l'entité sioniste de crimes contre l'humanité pour ses attaques contre le personnel médical, et plusieurs dizaines de Palestiniens ont été tués ce jeudi. L'entité sioniste poursuit aussi ses frappes aériennes et incursions terrestres au Liban. Le siège de la FINUL, la force de l'ONU déployée à la frontière libanaise, a été attaqué par un char de l'occupant israélien, blessant 2 casques bleus. La FINUL dénonce également des tirs délibérés sur une autre de ses positions. Rome accuse Israël de possibles crimes de guerre et la France réclame des explications alors que les forces sionistes intensifient leurs raids sur les villages et les villes du sud du pays et la banlieue sud de la capitale Beyrouth. Dans l'actualité également, l'Algérie a appelé au Conseil de sécurité de l'ONU à trouver un juste équilibre entre la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et l'usage pacifique de l'énergie nucléaire, estimant qu'il est nécessaire de trouver un équilibre approprié entre le besoin de l'utilisation pacifique des technologies nucléaires comme outil pour le développement socio-économique et l'impératif de protéger le monde contre les mauvais usages. Le droit d'utiliser ces technologies et équipements à des fins pacifiques devrait clairement être réaffirmé
affirmé. Cet appel a été fait lors des travaux du comité du Conseil de sécurité créé en vue de l'application de la résolution relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. Retour dans le pays pour aller à la frontière avec la Libye. La circonscription administrative de Debdeb connaît une véritable dynamique. Plusieurs projets socio-économiques sont lancés. Une centrale électrique de 20 MW pour alimenter la région et des logements de fonction sont en réalisation, en plus de l'aménagement des groupements d'habitation. Ibrahim Belkhir, Pada Mardi. La circonscription administrative de Debdeb, située aux frontières algéro-libyennes, connaît de nombreux projets de développement dans différents secteurs d'activité. Pour éviter les coupures d'électricité, cette région bénéficie d'une nouvelle station électrique avec des turbines à gaz. Ce projet avance bien, la partie génie civil est presque achevée à 90%. Il ne reste que le montage des turbines. La capacité de production de cette station est de 20 MW. Cette station permettra de mettre un terme au problème de délestage électrique, notamment pendant l'été. Et pour fixer les habitants en leur assurant des conditions de vie décentes, un projet de réalisation de plus de 100 logements de fonction est en cours, en plus d'autres opérations d'aménagement englobant des groupements d'habitation ainsi que le raccordement à tous les réseaux nécessaires. La circonscription de Debdeb connaît une grande dynamique économique avec la réalisation de la station électrique et des logements, notamment les formules sociales et l'habitat rural. Le développement de cette région est en cours. Debdeb est un chantier à ciel ouvert. Tous ces projets socio-économiques dénotent de l'intérêt particulier qu'accorde l'État algérien au développement des régions frontalières de l'extrême sud du pays. Ce chiffre représente plus de 9600 projets d'investissement enregistrés par l'AAPI jusqu'à septembre dernier. Le directeur de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement l'a affirmé. Près de 59% de ces projets sont entrés en phase de réalisation. Omar Rkash s'exprimait ce matin à la radio nationale. Les détails par Sarah Drebel. Jusqu'au mois de septembre de l'année en cours, plus de 9680 projets d'investissement ont été enregistrés au niveau des guichets de l'agence algérienne de promotion de l'investissement avec une valeur financière de plus de 4170 milliards de dinars. Mieux encore, près de 59% de ces projets sont entrés en phase de réalisation. Des chiffres qui confirment le rétablissement de la confiance des investisseurs en le climat d'investissement en Algérie, notamment à travers l'octroi des assiettes foncières nécessaires pour la réalisation des projets d'investissement disponibles sur la plateforme numérique de l'investisseur. À cet effet, 660 assiettes foncières réparties sur 47 wilayas du pays ont été attribuées depuis février dernier. 391 contrats de concession ont même été octroyés. L'API ne compte pas s'arrêter là et s'est fixé comme objectif d'atteindre 20 000 projets d'investissement afin de répondre aux ambitions économiques définies par les hautes autorités du pays. Un objectif qui peut être atteint d'ici l'année 2026. Compte tenu du degré d'adhésion des opérateurs économiques et des porteurs de projets au nouveau système d'investissement, ainsi que du volume d'afflux des investisseurs et des détenteurs de capitaux vers l'investissement. Pour ce faire, l'API a réuni tous les facteurs permettant d'atteindre les objectifs fixés en matière de multiplication des projets d'investissement, tels que le rétablissement de la confiance en le climat des affaires et des différentes administrations concernées par les investisseurs, la stabilité du système législatif dans ce domaine, ainsi que la simplification des procédures et l'instauration du principe de transparence et d'égalité de traitement des demandes. Cinéma avec la clôture ce mercredi et de la 12e édition du Festival international d'Oran de film arabe. Durant 6 jours, le public algérien a pu faire connaissance avec plus de 60 films de 17 pays arabes. 40 de ces œuvres ont pris part à la compétition officielle dans les différentes catégories. On connaîtra les gagnants à l'issue de la cérémonie qui se déroule en ce moment même à Oran. Et justement, on retrouve sans tarder notre envoyé spécial sur place pour le festival. Amir Debach, bonsoir Amir. Une compétition rude pour cette édition, Amir Debach. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Sabrina. Donc voilà, on arrive à la fin de cette 12e édition du Festival international du film arabe
d'Oran, après une semaine de projection, de débats, d'échanges entre professionnels du métier, des masterclass. Ça a été une semaine très chargée en émotions, notamment avec Ground Zero, ces films venus de Gaza, ces 22 courts-métrages courageux de réalisatrices et de réalisateurs gazaouis qui dénoncent les exactions de l'entité sioniste en terre de Palestine. On croise les doigts aussi ce soir pour les films algériens. On a envie que l'Algérie obtienne un prix, ou des prix, pourquoi pas. J'ai en tête le film de Anis Djahed, Terre de vengeance, ou bien le film de Ouzgoun, Deux hommes, un destin, ou des documentaires touchants et sensibles comme Bou'alam Smakoulj de Aziz Boukrouni, ou bien le film de Mohamed Latrache qui s'intitule Zinette, l'Algérie, le bonheur. Voilà, la concurrence va être très très rude parce qu'il y a des films arabes qui sont très 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 bien faits. Je pense au film égyptien de Mahmoud Yahya qui s'intitule Le choix de Myriam, ou bien le film tunisien de Mourad Benchir Osfour El Jannah, ou bien le film de Abderrahman Sissako Thé Noir, qui est un film très 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 bien maîtrisé. Voilà, ça va être cette soirée qu'on attend avec impatience, la soirée des prix, celui qui va obtenir le fameux Weir d'or ou d'argent ou de bronze. En tout cas, nous, on est ici pour vous tenir informés dès demain dans nos prochaines éditions. Et on n'oublie pas notre équipe nationale parce qu'on risque de rater le match, mais on leur souhaite du fond du cœur de gagner. Voilà. C'était à partir d'Oran et à partir du centre des conférences Ahmed Ben Ahmed. Merci Ahmed Nebesh pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes en direct d'Oran où se clôture ce soir la 12e édition du Festival international du film arabe d'Oran. Et comme vous le disiez, on va parler football et les Verts affrontent ce soir les éperviers du Togo au stade du 19 mai 56 à Annaba. Une rencontre comptant pour la 3e journée des qualification de la CAN 2025, les joueurs de Petkovic tenteront de conserver la tête du groupe E et se rapprocher un peu plus de la qualification, dit Riyad Belkhadim. Le stade du 19 mai 56 de Annaba affiche déjà complet pour ce match du groupe E des éliminatoires de la CAN 2025. Les Verts ont rallié hier à Annaba en fin de matinée et ont effectué leur dernière séance d'entraînement à partir de 18h. À l'image du jeune Brahim Maza, nouvelle coqueluche de l'équipe nationale et jeune attaquant du Hertha Berlin, les protégés de Petkovic sont prêts mentalement et physiquement pour ce rendez-vous important afin d'assurer leur qualification. Mes ambitions ici sont claires, je veux gagner le maximum de matchs et aider l'équipe à se qualifier et pourquoi pas gagner la Coupe d'Afrique et à l'avenir se qualifier pour la Coupe du Monde. Oui, bien sûr, on est prêt, on est arrivé hier, on s'est entraîné dur. On a encore un entraînement aujourd'hui et voilà, on va continuer à bien s'entraîner. Maintenant, on n'est pas trop dans les calculs, on sait que si on joue notre football, on va gagner. Et voilà, on ne va pas minimiser l'équipe en face et on va jouer à fond, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir de revenir en sélection. Ça fait un moment que j'étais pas venu, donc ça fait toujours plaisir de revenir ici à Sidi Moussa. On a 2 matchs importants contre le Togo, un à Annaba et un là-bas au Togo, donc on se prépare dès aujourd'hui pour le match de jeudi et ensuite on verra le match de lundi, Inch'Allah. Je suis heureux d'être en équipe nationale, je ressens une très grande fierté et j'espère être à la hauteur des attentes. Le sélectionneur s'appuiera sur un groupe expérimenté et soudé pour défier les éperviers, mais on ne peut écarter l'incorporation de nouveaux joueurs selon le scénario du match. Les Verts devront confirmer leur statut de leader de ce groupe contre les protégés du nouvel entraîneur du Togo, Daré Nibombe, qui sont eux aussi déterminés à aller en Coupe d'Afrique des Nations. Pour cette rencontre, les hommes de Vladimir Petkovic étrenneront leur tout nouveau maillot blanc, qui est leur traditionnelle tenue à la maison. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral malien conduit par Boubou Traoré dans un stade de Annaba qui sera archi-comble, tout acquis à la cause de l'équipe nationale double championne d'Afrique. Et sans tarder, direction Annaba pour retrouver Smaïl Belkhaïdia en direct du stade du 19 mai 56. Smaïl, bonsoir. Quelle ambiance à un peu plus d'une demi-heure du début de la rencontre?
soir, Sabrina. Vous voyez déjà l'ambiance au stade du 19 mai 56 d'Annaba était quand même extraordinaire pour ce match Algérie-Togo qui va commencer dans un peu moins d'un tour d'horloge. Alors nous avons la composition de l'équipe qui va représenter l'Algérie dans ce match. Gendouz sera dans les bois, Mandi, Tougaï, Ben Sebaini, Aït Nouri, Zerrouki, Zorgan, Awar, Mahrez, Ben Rahma et Bounjah. C'est le 11 qu'a choisi le coach Petkovic pour essayer de composter d'une manière définitive pratiquement, parce qu'avec une troisième victoire d'affilée, l'équipe nationale serait assurée d'une qualification, mais même s'il reste encore l'autre match contre le Togo lundi prochain, mais il faudrait d'abord gagner celui-là. C'est dans quelques instants, juste pour rappeler que déjà le stade est archi plein, mais aussi que les Togolais ont foulé hier l'air de jeu pour se préparer et tout est parfait, le temps, la pelouse, mais aussi le public. Donc l'Algérie sera supportée par ses milliers de supporters avec cette équipe que nous venons de donner, mais aussi que le match sera arbitré par un quatuor malien. Voilà, ce sont toutes les données. J'espère que l'ambiance et surtout la victoire sera au rendez-vous, Sabrina. Merci Smaïl Belkhaïdia, on l'espère. Merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes en direct de Annaba où se tiendra la rencontre Algérie-Togo à partir de 20h. Match comptant pour les qualifications de la CAN 2025. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.